Nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, entente de 100 millions de dollars entre Ottawa et Google pour le journalisme. Noël est discriminatoire selon la Commission canadienne des droits, ce que Québec dénonce. Négociation dans le secteur public, une rencontre entre Sonia Lebel et le Front commun. Et à Washington, on accuse un employé du gouvernement indien d'avoir commandé un assassinat. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle aujourd'hui qui est arrivée un peu par surprise, même si on savait qu'il était toujours assis à la table des négociations. Google qui a annoncé avoir eu une entente avec le gouvernement canadien, donc une entente de 100 millions de dollars pour financer un fonds indépendant pour les médias du Canada, contrairement à ce qu'au départ on voulait faire dans le projet de loi C-18. On prévoyait de mettre en place là, des ententes individuelles entre les grands géants du web comme Google et comme Meta avec les médias. Là, c'est véritablement un fonds, le grand fonds commun dans lequel on va déposer le 100 millions de dollars puis qui va venir être versé annuellement pour l'ensemble des médias éligibles. Là. Tous les détails sont pas encore complètement partis, mais c'est quand même là, une grande annonce du côté de la ministre Pascale Saint-Onge qui était d'arrache-pied là, dans des négociations depuis des mois. Et c'est une énorme nouvelle parce qu'essentiellement, il y avait deux issues aux négociations. Soit on arrivait à une entente de ce genre-là, soit, tout simplement, Google tombait dans le camp avec Meta, des gens qui boycottaient l'information. C'était ça l'alternative. Et là, à ce moment-là, pour le gouvernement, c'était un peu la catastrophe parce que ça voulait dire que le projet de loi C-18 devenait un morceau de papier théorique qui n'aurait pas ramené un sou aux médias et qui n'aurait eu pour effet que de créer deux boycotts. Le boycott des nouvelles par Facebook, le boycott des nouvelles par Google. Juste pour expliquer aux gens, je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Le boycott des nouvelles par Meta, par Facebook, maintenant les gens le comprennent, il n'y a plus de nouvelles, aucune nouvelle peut passer sur Facebook. Mais par Google, ça aurait été quelque chose d'autre. C'est que tu aurais cherché, mettons tu veux savoir, voyons, il me semble que la semaine passée, il est arrivé une affaire, je sais pas, moi, Trudeau, loi, là, tu cherches avec 4-5 mots, clic, là, puis là, tu trouves, ah oui, c'est cet article-là, puis là, tu le relis. Là, tu n'aurais pas pu retrouver une nouvelle. En fait, parce que tout ce que tu aurais pu retrouver, c'est des fausses nouvelles. Qui, elles, émanent pas. Donc, si tu fais une recherche avec Trudeau, quelque chose, puis qu'il y a un clown quelque part qui invente des fausses nouvelles, qui a écrit quelque chose là-dessus, lui, il va t'apparaître. Mais si le Devoir, TVA, la presse, n'importe quel média vérifiable, vérifié, a fait quelque chose là-dessus, il serait banni. Il aurait été banni. Donc là, ça aurait été autrement plus grave encore là, que le bannissement sur Meta qui est actif en ce moment. Donc là, aux gens qui demandent, est-ce que parce que le gouvernement visait 172 millions. Il obtient une entente de 100 millions. Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est assez? Ça, faut que je sois honnête. Moi, hier, là, je pensais vraiment que ça allait être zéro. J'avais vraiment peur que ce soit zéro. 100 millions, c'est moins que 172 espérés, mais en même temps, c'est une négociation. Le mot le dit, une négociation, tu négocies. Puis 100 millions, c'est beaucoup plus que zéro. Pour moi, l'enjeu maintenant, c'est comment on le partage. Oui, comment on le partage, parce qu'il y avait au départ, là, on laissait flotter l'idée d'y aller par tête de pipe, là, littéralement par nombre de journalistes ou d'employés. Ça, c'est l'invention qui a été faite pour tout donner à Radio-Canada. Voilà, parce que c'est eux, bien évidemment, qui emploient le plus de monde dans le milieu des médias, là, dans le reste du Canada. C'est vrai, la population, les gens qui nous écoutent peuvent pas s'imaginer, là. C'est parce que, tu sais, à Radio-Canada, les journalistes, il y en a partout, parce que c'est pas ceux que vous voyez en ondes, il y en a plein d'autres, des assistants journalistes, des journalistes qui sont en ondes une fois par mois, qui font de la des recherche. Réalisateurs, des recherchistes, des cadres, beaucoup de cadres à TVA, aussi. Les journalistes, ils connaissent tous, là, parce qu'ils vont quasiment en ondes à tous les jours, ou, tu sais, c'est pas... Parce que tu peux pas à TVA dire, aujourd'hui, je fais pas de topo, je fais pas de reportage, là, je travaille sur quelque chose qui va sortir au mois de janvier prochain. Dans les médias privés, là... Tu sais, il faut que ça marche, là. Oui. Un employé, tu payes ta paye, il faut que tu justifies ta paye. Mais à Radio-Canada, certains vont dire au niveau qualité d'information, ça leur permet de fouiller un reportage, travailler 6 semaines sur un reportage. Mais je veux dire, le total en nombre de journalistes. Moi, j'essayais de faire le calcul. D'après moi, ils ramasseraient plus que la moitié de l'enveloppe à eux seuls. Oui, puis on s'entend, c'est un des médias parmi tant d'autres. Mais est-ce que ça ouvre aussi, Mario, bien évidemment, c'est que c'est une brèche, si on veut, dans l'espèce de mur que formaient les gens du web jusqu'ici. Oui, absolument. Donc, c'est plus monolithique. Déjà, Meta ont annoncé leurs intentions aujourd'hui de maintenir leur boycott, de ne pas fléchir, de ne pas revenir à la table des négociations. Mais ils sont un peu isolés, là. Ils ont l'air des voyous. Ouais, ils ont vraiment l'air de ceux là, qui veulent même pas venir jaser, qui veulent pas s'asseoir. Ils veulent pas respecter la loi du gouvernement, veulent rien savoir de rien, boycottent les nouvelles, mais on s'entend qu'au conseil d'administration de Meta, ils sont morts de rire, là. Dans la population. Personne, en fait, cas.
Tout le monde s'en fout. Les gens passent autant de temps sur Facebook. Les partis politiques, à quelques exceptions près, Québec solidaire le redit hier, nous, on va continuer d'utiliser Facebook. Fait que, tu sais, les médias chialent, mais je pense que Facebook, ils se disent, on s'en fout, là, la population est morte de rire, la population tient pas à ses nouvelles, tient pas aux médias, aime autant Facebook. On est plus fort que le gouvernement, on n'est pas juste plus fort que les médias, Facebook, on est plus fort que le gouvernement du Canada, on est plus fort que le pays, le Canada. Fait qu'ils sont morts de rire, là. Si on vient maintenant au Québec et dans l'ensemble du Canada, plutôt parce qu'on a eu droit à un drôle de rapport de la Commission canadienne des droits de la personne qui est venue faire une affirmation, disons, osée, là, à quelques semaines à peine de Noël, Mario, celle de dire que Noël est une fête discriminatoire à l'égard des minorités religieuses. Parce que oui, c'est ce qu'on considère du côté de l'organisme, là, qui dit, entre autres, là, que Noël et Pâques, c'est un exemple évident de discrimination religieuse systémique et que c'est ancré dans l'histoire du colonialisme au Canada. Et ça a été aujourd'hui dénoncé là, haut et fort par le Québec à l'Assemblée nationale. Tous les partis, là, de manière unanime, ont voté une motion pour dénoncer tout ça, qu'ils ont envoyé, oui, au Parlement Ottawa, oui, à la Commission canadienne des droits de la personne, mais aussi, Mario, au Père Noël. Très, très drôle. Il y a l'adresse, là, le HO, ouais. Là, on sait pas quoi, un peu en gag, là, évidemment, pour faire un pied de nez à cette remarque de la Commission canadienne des droits de la personne. Mais intrinsèquement, là, ça s'est rendu jusqu'à Ottawa, puis ailleurs dans le pays. C'est spécial quand même d'affirmer ça, oui, là, que Noël est discriminatoire. Mais ce n'est pas la seule affirmation étonnante dans ce rapport là, qui décrit en fait le Canada essentiellement comme un pays pas habitable. Là, qui décrit comme le Canada comme un pays d'abord pas habitable pour les minorités. C'est sincèrement ridicule. D'abord, le Canada, tu as vu, tout le monde veut venir au Canada. Les gens du monde entier, là, on ne sait plus quoi faire avec les migrants, on ne sait plus quoi faire pour gérer notre immigration. Tout le monde veut venir au Canada. Comment on peut payer avec nos taxes pour des gens écrivent un rapport pour dire que au Canada, c'est un pays colonialiste qui en finit plus là, de vouloir détruire ses minorités, d'être discriminatoire de façon systémique, d'être raciste. C'est quand même... Tu lis ça, puis tu dis, tout ça, c'est la descendance de Pierre Elliott Trudeau, là, qui a créé le multiculturalisme. Là, maintenant, c'est son fils qui gouverne, un peu dans la suite de ça. Aujourd'hui, Justin Trudeau a dit, parce qu'il a été questionné là-dessus par Yves-François Blanchet, il a dit que c'était ridicule. Mais là, c'est ridicule. C'est ridicule quoi? C'est ridicule la question à Blanchette? C'est ridicule le rapport de ta... Là, on comprend que lui, il voulait dire que la question des François Blanchette est ridicule, mais c'est parce que sa question, elle te demande de commenter un rapport que ton gouvernement a produit. Puis si le rapport est ridicule, ben sac-moi dehors tous les employés qui font ces rapports inutiles, là, qui sont ridicules. Il y a un bout là, que j'ai pas compris de la réaction de M. Trudeau, qui a essayé de prendre ça à la légère. T'sais, est-ce que... C'est sûr que l'Assemblée nationale puis la CAQ a fait du show un peu avec ça, on se le cache pas. Oui, on s'entend que ça disait pas d'annuler Noël. Non, puis la Commission canadienne des droits de la personne n'a pas le pouvoir de toute façon de nous empêcher de fêter Noël. Ils font un rapport pour dire que tout le monde est raciste. Bon, c'est correct. Correct, mais c'est quand même... Je comprends qu'à l'Assemblée nationale, on a quand même voulu, en caractère gras, dire, ben attends un peu, là, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi au Canada, on paye des fonctionnaires dont le mandat, c'est d'écrire des rapports du genre? Oui, surtout que, quelque part, Mario, on s'entend-tu que Noël, je veux pas manquer de respect à ceux qui célèbrent encore Noël religieux. Il doivent être quelques-uns quand même au Québec, mais on s'entend-tu c'est pas la majorité, là? La majorité, c'est une fête culturelle, c'est une fête commerciale, à la limite, je vais dire, mais une fête religieuse. D'ailleurs, une foule de personnes issues d'autres religions. Fête Noël totalement ici. Là. Tout est fermé pendant ce temps-là, c'est des congés fériés, Ils congés se réunissent en famille. Tu te réunis en famille, tu fais un souper. Quelque part, ça a tellement dépassé le cadre religieux, Noël, dans tous les cas, que de dire que c'est de la discrimination religieuse systémique. Parce que là, si tu les écoutes, puis tu te dis, OK, on veut faire une fête comme Noël, mais la seule façon d'être juste, c'est que tu prends le calendrier. Tu prends 12 feuilles de calendrier là, de l'année, là, puis tu les mets dans le mur. Puis là, tu te recules de 100 pieds. Puis là, tu garoches un dard de toutes tes forces. Puis c'est là que maintenant est le temps des fêtes. Je vais pas dire Noël, Mario. Le temps des fêtes. Toutes les fêtes, c'est là. Ouais, tu te dis, ben là, voilà, c'est tombé le 9 avril. C'est la nouvelle date où on arrête tout puis on fête. Puis comme ça, c'est un hasard d'où le dard... En fait, il faudrait que la personne qui lance les dards ait les yeux bandés pour pas qu'il vise une fête religieuse. Puis là, tu dis, OK, c'est vraiment le hasard. Donc, c'est vraiment toute l'idée de dire, il n'y a plus une culture qui a déjà existé au pays. Puis même si la culture a des traditions et des origines religieuses, je veux dire, c'est devenu ça. C'est ça le Canada, c'est ça le Québec, mais c'est l'effacement de tout ce qui a existé avant. Ça devient, tu sais, à un moment donné, ça devient débilitant, là, sincèrement. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
En ce moment, Sonia Lebel rencontre les dirigeants du Front commun syndical pour tenter de faire débloquer les négociations et le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public. C'est donc une Magali Picard, présidente de la FTQ, fatiguée en décalage horaire, Mario, peut-on le dire, qui va devoir négocier aujourd'hui avec ses collègues. J'ai essayé de faire le calcul. J'ai regardé les temps de vol. Je me suis amusé, c'est du niaisage. Les temps de vol entre Montréal et Dubaï, ça prend un vol c'est un peu moins long à l'aller qu'au retour, mais mettons une moyenne des 2-13 heures. Mettons, c'est 26 heures de vol dans l'avion. Ouais. Elle a été là-bas, j'ai de la misère à estimer 8 heures, mettons, 6 à 8 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que le décalage a le temps de s'installer ou est juste revenu encore sur le fuseau horaire du Québec, Mario? En tout cas, moi qui n'aime pas tellement l'avion, je trouve que son ratio de temps d'avion par temps passé là-bas est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Y a-tu une vision plus d'horreur, tu penses, que de voir notre collègue Yves Poirier, quand tu débarques de l'avion, t'arrives... L'avion où t'as été 26 des 34 dernières heures, t'es passé assis derrière dans un avion. Moi, quand je reviens de voyage, j'adore notre collègue Yves Poirier, c'est la dernière personne que je veux voir m'accueillir avec un micro. Mais rendons le crédit à Mme Picard, la présidente de la FTQ. Elle a pas fui. Non, elle a répondu aux questions. Elle a répondu à toutes les questions d'Yves Poirier correctement. Bon, évidemment, il y a un bout, tu peux pas défendre l'indéfendable, puis elle-même, elle revient. Fait en revenant, c'est comme si elle défend pas l'indéfendable, elle le défend même plus. Là, elle est revenue. Donc, elle a avoué son erreur en revenant au pays. Sauf que elle a eu le courage de faire face à la musique, de répondre aux questions, puis ça, je respecte ça. Mais ça demeure... Le fait demeure que ça demeure, ça reste le premier faux pas. Le mouvement syndical avait assez bien joué ses cartes et sur le premier gros faux pas à date. Maintenant, bon, là, elle est à la rencontre. Elle est à la rencontre, donc il y a seulement la FAE pour l'instant là, qui n'est pas présente puisqu'elle ne fait pas partie directement là, du Front commun. Et là, ben, on veut faire des hausses salariales, c'est ce qu'on réitère du côté du gouvernement. Là. On est prêt à hausser l'offre en échange là, de la plus grande flexibilité dans l'organisation du travail. C'est un message qui a été martelé beaucoup par le gouvernement récemment. On peut quand même mettre un petit 2 piastres, Mario, que ça va être amené encore une fois aujourd'hui à la table des négociations. Donc, grand sommet, là, oui, il y a des équipes de négo qui se relaient là, depuis déjà plusieurs semaines pour tenter d'arriver à quelque chose, mais de voir les têtes dirigeantes s'asseoir autour d'une même table. Avec la présidente du Conseil du Trésor, c'est la première fois qu'il y a quelque chose d'encourageant. Je pense qu'on peut dire ça. Nouvelle qu'on apprend aujourd'hui dans cette histoire des présumés postes de police chinois de Montréal et Brossard. On se souviendra, en mars dernier, nos collègues du bureau d'enquête qui révélaient que le service à la famille chinoise du Grand Montréal et le centre Sino-Québec de la Rive-Sud à Brossard, les deux étaient enquêtés par la GRC. On soupçonnait ces deux endroits-là, là, des centres communautaires pour la diaspora chinoise, d'être utilisés comme des faux postes de police. Quelque chose qui a été déjà rapporté et décrié autour du globe, là, que la Chine utilise pour intimider, contrôler, surveiller la diaspora chinoise un peu partout. Eh bien là, voilà que les deux centres contre-attaquent Mario. Ils veulent poursuivre, menace de poursuite, la Gendarmerie royale du Canada en disant que depuis qu'ils ont été rapportés comme ça, comme étant sous enquête, que la police leur pose pas beaucoup de questions, ne vient pas beaucoup les voir et eux, ça a des impacts négatifs sur le fonctionnement de leur centre. Ils disent avoir perdu, entre autres, des sources de financement, que ça laisse les gens dans l'incertitude, qu'il y a moins de gens qui veulent se présenter pour suivre les activités, même si elles ont toujours lieu dans ces deux centres-là, et donc veulent poursuivre la GRC dans ce cadre-là. Revirement de situation qui n'était peut-être pas attendu là, aujourd'hui. Ouais... Qui va peut-être amener la GRC à bouger plus vite aussi, là. Oui, parce que eux ont lancé du côté de la GRC. C'est ça. Eux, c'est un peu ce qu'ils disent. Ils disent la GRC, on a laissé entendre que, mais on nous a pas... On n'est pas allé plus loin, mais là, peut-être ils vont déclencher quelque chose. Ils vont forcer la GRC à dire, là, justement, attendez-nous, on arrive, là. Oui, puis la GRC est déjà, depuis mars dernier, là, en quête de sollicitation là, auprès de la population pour avoir des témoignages, pour qu'il y ait des gens qui subissent des pressions ou que leurs familles subissent des pressions, qui viennent voir la police, qui viennent en parler. Mais bon, on est encore à la recherche de renseignements de victimes et de témoins, puis on précise que l'enquête est toujours en cours, là, du côté de la GRC. Donc, ce sera à voir, là, exactement, là, ce qui se passera dans ce dossier-là, mais c'est sûr que ça vient ramener un dossier d'ingérence étrangère encore une fois, alors qu'on va avoir une commission publique sur la chose. Tout savoir en 24 minutes. La coroner a publié aujourd'hui un rapport sur le décès de la petite Lily Leblanc, qui est décédée il y a un peu moins d'un an, le 29 janvier dernier. C'est elle,
qui était au mont Val-Saint-Côme et qui s'est retrouvé à être étouffé dans un T-bar. Là, une histoire qui avait choqué vraiment là, tous les skieurs et tous les Québécois en général. Là, alors que la jeune fille, elle, de 6 ans, était dans un cours de ski. Puis on apprend un peu plus sur les détails là, qui entourent l'histoire. Là, parce que si tu es dans un T-bar, on s'entend, c'est quelque chose qui est vraiment anormal, règle générale. Et là, on comprend qu'elle était avec son groupe d'élèves, avec un moniteur de ski. Et là, ben, il y a eu une petite chute, un petit skieur qui est tombé du T-bar. Le moniteur a décidé de dire aux 2 autres élèves de débarquer du T-bar pour garder tout son groupe ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'en essayant de rejoindre son moniteur, ben, la petite Lily Leblanc serait restée coincée, son capuchon. On pensait que c'est un foulard au départ, mais c'est bien son capuchon qui est resté coincé. Dans le T-bar. Exactement, dans le remont de pente. Et là, ben, le remont de pente est arrêté d'urgence. Mais il y a une raison pour laquelle on n'explique pas trop ce qui se passe. Ça s'est remis en marche, même si personne n'avait retrouvé la petite fille à ce moment-là. Pourquoi? Mais ça, la coroner est incapable de l'expliquer pour l'instant. Et on dit que la jeune fille aurait été traînée là, sur une distance de 540 mètres. Là. Un demi-kilomètre, t'as-tu pensé à se faire... Ouais, parce qu'au début, elle devait être consciente. Là. Oui, ben c'est ce qui est expliqué. Là. Elle est décédée d'asphyxie au travers de tout ça. Elle a perdu connaissance parce qu'elle était étouffée pendant qu'elle se faisait traîner. Et après ça, elle n'a pas été capable de se déprendre. Puis finalement décédée de tout ça. Là. Un décès qui a été constaté au centre hospitalier de Sainte-Justine par la suite. On dit que c'est à peu près 2 minutes. Là. Les 550 mètres, c'est 2 minutes de temps à la vitesse du remont de pente pendant lesquelles on n'a pas été capable de percevoir qu'il y avait un problème. Et en haut, ben, il y avait un opérateur du T-bar qui, lui, a essayé là, de contacter des services d'urgence. Sa radio fonctionnait pas, semble-t-il, à ce moment-là. Un autre problème qui a été détecté par la coroner, lui qui a dû descendre à pied pour aller chercher des secours pour la petite fille. Et toutes sortes de recommandations sont formulées, bien évidemment, dans le rapport de la coroner pour tenter d'éviter tout ça. Tant du côté de Val-Saint-Côme que de l'Association des stations de ski, que l'Alliance des moniteurs de ski ont dit prendre acte des nouvelles recommandations. Mais vraiment, les détails qui sont horribles là, dans ce rapport-là. Les détails sont vraiment, vraiment tristes. Là. Dans les dossiers judiciaires, maintenant, l'ex-leader complotiste de l'ex-groupe des Farfadas, un groupe complotiste notoire sur les mesures sanitaires, entre autres ici au Québec, Mario Roy, a été condamné aujourd'hui à une peine à domicile. Mario, lui, qui déjà disait depuis un bon moment pendant le procès vouloir éviter la prison, va se retrouver donc en prison chez lui, au lieu de prendre le chemin d'un centre carcéral, mais... Ça revient un peu, Mario, puis c'est ce qui est souligné comme ironie. Lui qui s'opposait aux mesures sanitaires, va devoir... Il est confiné. Être confiné chez lui, puis par la suite, devoir passer les autres mois, là, une fois qu'il va avoir terminé sa mesure, là, 5 mois donc à domicile 24 heures sur 24, 5 autres mois avec un couvre-feu, exactement comme durant les mesures sanitaires que Mario Roy, qui était à l'origine, justement, de ce blocage dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui a eu lieu. C'est pas l'ensemble de son œuvre, c'est cet événement-là qui est visé. Oui, parce qu'il a été trouvé coupable de méfaits, là. Lui qui avait bloqué le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine avec des voitures, ça avait provoqué tout un tollé, il y avait des gens même qui avaient provoqué une altercation dans le tunnel lui-même parce qu'il était pas capable de passer puis qu'il était frustré. Et c'est pour ça, donc, il va prendre le chemin de cette détention à domicile. Pourtant, je sais pas pourquoi il était fâché, les gens. C'est pas choquant, des gens qui bloquent le tunnel pour le fun. Ouais, pas du tout. Hein, Mario. Quelqu'un qui bloque le tunnel pour rien, il n'y a rien de choquant là-dedans. Non, c'était pour dénoncer les mesures sanitaires et la brutalité policière. Oui, c'est vrai. C'est ce que disait Mario Roy. Mais bon, M. Roy va devoir respecter, une fois les 10 mois écoulés, probation de 2 ans. Aussi verser un total de 3 000 $ à des organismes de charité. Et là, encore une fois, détail incongru autour de tout ça. Lui a parlé de vouloir choisir un organisme pour remettre son 3 000 $, un organisme affilié à une certaine Maître Bohémien. Le juge a refusé. Pourquoi? Parce que l'organisme qu'il y a ça s'appelle La Main des enfants. Et la mission de La Main des enfants, c'est de s'opposer à la vaccination des enfants contre la COVID-19. Oui, c'est un site, c'est un organisme, un pseudo-organisme qui véhicule des thèses complotistes sur le vaccin. Et là, on lui a dit non, puis on l'a averti, là. On l'a averti de ne pas étirer l'élastique du côté du juge. Et Mario Roy, donc, qui va prendre le chemin de la détention chez lui. Un beau petit confinement pour lui. Économie. Aujourd'hui, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante formule une demande à Post Canada pour proposer des tarifs spéciaux de livraison de colis aux PME du Québec et du Canada en général. Parce que, on le sait en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commandent en ligne leur cadeau de Noël. Hein? C'est de plus en plus la nouvelle mode de pas aller... Je comprends donc pas pourquoi les gens veulent pas aller dans un centre d'achat bondé un dimanche après-midi quand tu peux te magasiner du confort de chez toi. Le problème,
c'est que pour les petits commerçants en ce moment, c'est presque impossible, en raison des tarifs de colis de Post Canada, de rivaliser avec les grandes marques du monde, les Amazon et autres, et même les grands magasins, les grandes chaînes, qui, eux, peuvent se permettre de payer beaucoup de colis. Donc, on demande de donner un tarif préférentiel. Eux ont un rabais au volume sur leur livraison de colis. Exact, parce que plus dans le cas d'Amazon, ils ont carrément leur compagnie, là, Intelcom. Ouais, Amazon, c'est différent, mais là, si tu veux compétitionner Amazon, si tu es une entreprise québécoise, il faut que tu puisses livrer, par exemple, offrir ce service-là qui est de plus en plus prisé. Le problème, c'est que ça va coûter cher, justement. Puis quand tu es une entreprise de gros volume, beaucoup de colis, ben, tu as vraiment des tarifs qui sont préférentiels. Pas pour les PME, les petites entreprises qui veulent. Sauf que Post Canada perd déjà de l'argent. L'argent coule à flot. Exact. C'est déjà une entreprise qui est déficitaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du côté de la société d'État? Pour l'instant, ça reste lettre morte là, du côté de l'appel de la FCEI. Mais c'est sûr que c'est un dossier quand même qui est soulevé là, à quelque temps de Noël, celui des colis qui viennent aux portes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, petite nouvelle judiciaire qui se greffe à ça, qu'un voleur à pédale de colis qui se promenait à Montréal depuis déjà quelque temps, qui faisait des ravages. Oui. Un voleur à pédale, donc à vélo. Oui, il y avait un homme qui était sur un vélo volé, qui volait d'autres courriers d'Amazon, qui se présentait devant les portes un peu partout dans le nord de Montréal, qui a été mis hors d'état de nuire par les policiers dans les derniers jours. Donc voilà, ce malfaiteur va se faire arrêter. Mais il y a des trucs tout le temps, là, des spécialistes qui donnent des trucs comment ne pas se faire voler ses colis, mais à la veille du temps des fêtes, ça semble vraiment être devenu un fléau. Là. Ouais. Tout le monde se fait livrer des colis. Fait que les gens qui travaillent là, de 8 à 5, vers 4 heures l'après-midi, quelqu'un se promène dans un quartier résidentiel, m'a dire ses balcons, il y en a des petites boîtes. Là. Le Monde. Du côté des États-Unis, aujourd'hui, on a accusé un homme d'avoir été recruté par le gouvernement indien pour tenter d'embaucher un tireur à gages pour aller exécuter sur le sol américain un leader sikh détenteur de la citoyenneté américaine, qui est considéré comme un terroriste par New Delhi. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire? Mettons, oui. Ben oui, parce que c'est intimement, ou ça serait intimement lié, selon les premiers documents judiciaires qui ont été publiés, à l'affaire du meurtre de Hardeep Singh Nijjar au Canada. Cette affaire qui avait soulevé tout un tollé, alors que dans les derniers mois, Justin Trudeau avait publiquement accusé le gouvernement de New Delhi d'être derrière l'assassinat de cet homme-là, qui s'est produit, d'ailleurs, dans les mêmes temps, là, à peu près, dans le mois de juin, que ce coup de filet réalisé par le FBI américain, qui explique, entre autres, les accusations contre Nikhil Gupta, qui, lui, décide d'aller recruter, là. Lui, c'est un employé du gouvernement indien, se fait recruter pour orchestrer un meurtre, donc d'un séparatiste sikh en sol américain. Lui contacte un individu pour organiser tout ça, pour trouver un tueur à gages, un individu qu'il croit être dans le crime organisé. Le problème, c'est que c'est une source confidentielle des services américains. Et là, embarque, mais prend le temps quand même d'expliquer l'entièreté de sa démarche pour avoir une rencontre avec un tueur à gages. Mais il parle tout ce temps-là à un agent d'infiltration. Et c'est ainsi que le 9 juin dernier, là, en 2023, M. Gupta paye 100 000 $, veut payer 100 000 $ pour assassiner la victime, donne un premier dépôt de 15 000 et orchestre tout ça. Et là, ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là, c'est qu'il envoie un vidéo, là, le représentant du gouvernement indien qui engage cet homme-là, lui envoie une vidéo du corps ensanglanté d'Hardeep Singh Nijjar, l'homme qui a été assassiné ici au Canada, en disant, lui aussi c'était une cible, on a plein de cibles, et là, dit qu'il y a une priorité, puis il y a au moins 3 autres personnes à passer au Canada. Donc vraiment, ça vient corroborer beaucoup d'informations que le gouvernement canadien a relayées publiquement. C'est peut-être enfin un petit break pour Justin Trudeau aussi, Mario, oui, là, dans cette histoire-là. En fait, il reste une question. Je la pose toujours. Est-ce que c'était la bonne façon pour Justin Trudeau de dévoiler cette affaire-là, que lui-même, le premier ministre, là, notre porte-parole au Canada, à la Chambre des communes, se lever pour dénoncer l'Inde? Est-ce qu'il aurait pu envoyer des ministres et lui se garder un peu en réserve pour aller réparer ça après au niveau diplomatique? Ceci dit, oui, t'as raison. En fait, c'est l'Inde, c'est le gouvernement indien qui commence à avoir l'air fou parce que, tu sais, 1 fois, 2 fois, 3, tu te fais prendre. C'est pas chic là, pour un gouvernement de se faire accuser par des gouvernements d'autres pays qui sont supposés être des alliés, de se faire accuser d'aller assassiner des citoyens en territoire étranger. Disons que c'est pas chic de le faire, puis c'est pas chic de se faire pogner, puis c'est pas chic d'être pointé du doigt à l'échelle mondiale. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.